Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Nous sommes sur les pontons de Lorient, au cœur des tout derniers préparatifs de l'Ocean Race Europe, une course en équipage qui partira des eaux lorientaises ce samedi, direction Gênes via Cascais et Alicante. Alors VO 65 et IMOCA, deux catégories de bateaux sont engagées dans cette épreuve qui compte 12 équipages pour sa toute première édition. On sent la concentration sur les visages, même si l'ambiance est plutôt décontractée. Alors quels sont les objectifs, les forces en présence, les pièges qu'il faudra éviter? Bien pour le savoir, nous allons recevoir deux invités. Elle est suisse, mais vit à Lorient depuis une dizaine d'années. Après avoir fait ses armes sur le circuit mini, elle a fait ses preuves en Figaro Solo. Mais elle a aussi baroudé autour du monde en équipage, au sein d'un équipage féminin. Cette fois, elle est équipière à bord d'un IMOCA battant pavillon américain. Il est nordiste, mais est aussi ancré à Lorient depuis plusieurs années. Vainqueur de la Mini Transat 2009, il a remporté la Route du Rhum 2010 en classe 40. C'est un marin qui ne lâche rien. Dans le dernier Vendée Globe, il n'a pas été épargné par les problèmes techniques, mais il a déployé beaucoup d'énergie et de combativité pour aller au bout de ce tour du monde. Vous l'avez deviné, Justine Métraux et Thomas Ruyant sont nos deux invités. Et il est temps de les rejoindre sur le plateau de la Cité de la Voile, Éric Tabarly. On retrouve enfin du public. A tout de suite. Bonjour Justine, bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous jouez à domicile pour cette course Ocean Race Europe qui va donc partir de Lorient. C'est plutôt confortable, c'est plutôt rare aussi de partir de la maison. C'est plutôt rare, moi ça fait 15 ans que je suis installé à Lorient pour préparer mes projets de course au large et c'est vrai que c'est sympa d'avoir une course de cette envergure internationale et de ce niveau-là qui part de Lorient chez nous, voilà, au cœur de la base. Alors Justine, toi, cette course, elle ravive peut-être des souvenirs parce qu'elle mêle des IMOCA et des VO 65 et tu as sans doute on se souvient de cette arrivée victorieuse avec le team SCA dans la Volvo Ocean Race. Oui, complètement. C'est vrai que c'est un super souvenir pour moi. C'était la dernière fois que l'Ocean Race était de passage à Lorient. Donc voilà, là on est sur un format de course un petit peu plus petit avec The Ocean Race Europe. Mais c'est quand même super chouette de retrouver ces bateaux-là et de retrouver beaucoup de marins qui ont participé aux dernières éditions du Tour du Monde en équipage. Alors Thomas, on n'a pas eu le plaisir de te recevoir après le Vendée Globe, où tu as coupé la ligne en 4e position, mais terminé 6e par le jeu des bonifications octroyées à Jean Le Cam et Boris Herman. On imagine qu'il y avait un peu de frustration sur le moment, mais peut-être aussi de la fierté. Avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de ce Vendée ? Écoute, je retiens surtout le bon, oui, bien sûr une fierté d'avoir bouclé ce Tour du Monde après une édition 2016 où ça s'était arrêté à mi-chemin. Donc ça c'est fait. Et bien non, fait. Ravi d'avoir navigué comme j'ai pu le faire et aux avant-postes sur une partie de la course. Après il y a eu des avaries mais tout le monde en a eu. C'est le jeu du Vendée Globe. Tu avais dû scier ton foil bâbord et que forcément tu as un peu navigué à cloche-pied pendant une bonne partie de ce Tour du Monde. Non, mais je suis ravi de voilà. C'était une très belle course et là, on tourne la page et puis on passe à la suite, on se projette. Et justement, voilà, alors ça fait on va en parler. 4 mois que tu es rentré à peine. Là, il faut se projeter il a fallu se projeter sur une course en équipage. Comment elle s'est faite? La transition, c'est pas si simple peut-être de passer du solo comme ça à l'équipage sur le fonctionnement du bateau? Non, et puis c'est rapide. C'est vrai qu'on est rentré du Vendée Globe il y a 3 mois et demi, 4 mois. Donc techniquement, c'est assez court pour venir sur une nouvelle course. Mais en même temps, moi sportivement, ça fait 3 mois et demi, 4 mois que j'ai pas navigué. Donc je suis ravi de retourner à l'eau, de retirer sur les ficelles. Et puis là, de le faire en équipage, c'est un exercice très différent. Mais vraiment sympa et qui, je pense, va m'apporter beaucoup. On a pu le voir là sur les premières navigations qu'on a faites pour préparer la The Ocean Race Europe. C'est un autre exercice. Mais voilà, justement, c'est un format inhabituel mais intéressant, cette course en équipage. Et finalement, il n'y a que 5 IMOCA sur la ligne de départ. Comment tu l'expliques ou est-ce que tu trouves ça un peu dommage ? Je l'explique parce qu'on est proche du Vendée Globe, l'arrivée du Vendée Globe. Après, je pense que les IMOCA qui sont en train de se mettre à l'eau
sont peut-être un peu jaloux et regrettent de ne pas s'être inscrits, j'imagine. Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je suis ravi Vous allez vers le sud. de régater si rapidement après l'arrivée du Vendée. On a l'été en plus qui arrive. On a un super parcours. On a une concurrence qui est forte, avec un gros niveau, un plateau avec un niveau très, très élevé, même s'il y a que 5 IMOCA, mais ça va matcher. Il y aura 5 départs, donc du contact tout le temps. Donc on va beaucoup apprendre. Et vous faire plaisir. Aussi, et nous faire plaisir. Et puis à bord, il y aura aussi des personnes qui vont continuer avec moi le reste de la saison. Donc c'est une bonne façon aussi de démarrer l'année et d'être performant aussi sur la suite de la saison. Alors Justine, tu as fait tes preuves en solo sur le circuit Figaro. Tu t'étais déjà fait remarquer avant cela avec ta 2e place sur la Mini Transat. On le disait, tu as eu cette expérience aussi avec le team SIA sur la Volvo Ocean Race. Tu as fait des piges aussi avec Dongfeng. Qu'est-ce qui, selon toi, sacré CV, on va dire. Justement, qu'est-ce qui, selon toi, a convaincu Charlie Wright de t'emmener dans cet équipage d'Eleven Hour Racing? Ouais, je pense qu'on n'est quand même pas beaucoup de femmes à avoir de l'expérience sur le format The Ocean Race et sur ces bateaux-là. Là, ça change un peu la donne avec les IMOCA qui sont le nouveau support. Mais voilà, je pense que j'avais plutôt une bonne réputation dans le milieu et je suis allée faire une transat retour avec eux aussi l'année dernière à l'automne entre Newport et Concarneau. Et puis, vu que ça s'est bien passé. C'était ton examen de passage. Ouais, voilà, c'était le petit test pour confirmer que ça pouvait bien se passer. Et c'est toi qui les avais contactés au départ? Ouais, c'est moi qui les ai contactés parce que je m'étais engagée à la base sur un autre projet Ocean Race qui est un peu tombé à l'eau en cours de route. Donc c'est vrai que je m'étais projetée dans le fait de refaire cette course. Ça me tenait à cœur de refaire une campagne complète après juste avoir fait une petite partie avec Dongfeng. Donc voilà, je savais que piqué au virus de cette course-là. Ouais, c'est vraiment une course qui a une dimension particulière. Tu fais 8 ou 9 mois de course en équipage autour du monde, à naviguer vraiment dans des coins qu'on fréquente pas autrement. Donc je pense que c'est vraiment un super exercice, c'est vraiment une super course sur laquelle j'ai déjà des super souvenirs. Et voilà, le projet d'Eleven Hour Racing Team, c'est aussi le projet le plus sérieux en ce moment pour la prochaine campagne de The Ocean Race, avec un super équipage, les moyens de faire les choses bien. Donc voilà, Justine, ça qui m'a donné envie de tu as justement cette culture de la navigation internationale et anglo-saxonne, mais à bord du bateau, il y a aussi le basque Pascal Bidégori qui est co-skipper. C'est la rencontre de 2 cultures. Comment ça se passe à bord? Écoute, ça se passe bien. C'est vrai qu'ils avaient déjà fait l'exercice ensemble, Charlie Wright et Pascal Bidégori, sur la Transat Jacques Vabre en 2019. Donc voilà, ça montre que ça marche bien. Ils avaient fait une belle performance. Donc voilà, ça fait aussi justement la richesse de ce genre d'exercice, de pouvoir naviguer en équipage avec des autres personnes, avec des cultures différentes. Et puis je pense qu'on peut tous apporter les uns les autres. Et c'est ça qui fait aussi que cet exercice, il est chouette. On a l'impression d'un petit mélange burger, piment d'Espelette, la Suissesse dans tout ça. Et puis Justine, elle apporte ses chocolats, quoi. Simon te dit très calme et imperturbable, force tranquille, on a l'impression. Ouais, je sais pas. Oui, peut-être que c'est un peu mon profil, mais je pense que dans les équipages où j'ai été, ça s'est plutôt toujours bien passé. Je fais bien mon boulot. Je pense que je suis pas trop difficile à vivre, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors Thomas, toi, outre Morgan Lagravière qui sera ton équipier dans la Transat Jacques Vabre, tu as fait confiance à tes fidèles pour t'épauler, Laurent Bourguès qui est le directeur technique du projet, et puis Quentin Porroy qui a dessiné les voiles Norse pour ton superbe 60 pieds. Quels ont été tes critères de choix ? J'ai cherché un équipage complémentaire avec des expériences qui sont assez variés finalement à bord, avec Morgan qui est plutôt culture olympisme mais qui se met à la course au large depuis quelques temps, Laurent évidemment sur la partie technique, et puis c'est un formidable marin. François Pernel nous rejoindra aussi sur la seconde étape pour remplacer Laurent, et puis Quentin qui a dessiné les voiles du bateau, donc c'était intéressant de l'avoir à bord pour continuer le développement de notre jeu de voile. Donc et Clarisse, et voilà, il y a une fille à bord, Clarisse aussi, à bord de l'équipe. C'est vrai. Alors comment y as-tu pensé à Clarisse qui a fait un superbe Vendée Globe à la barre de Banque Populaire, on le rappelle? Elle a fait un super Vendée Globe, elle a touché au Figaro où elle a aussi performé, elle a fait 2e sur la Mini Transat qu'elle a faite en bateau de série, ce qui est une énorme perf. Justine a fait la même aussi. Donc c'est une navigatrice qui gaze, et donc je suis ravi de l'avoir à bord, et je pense pas m'être trompé dans le casting suite aux premières nafs qu'on a faites depuis la remise à l'eau du bateau. Donc je suis content, ça tourne.
Voilà, donc ça promet pour la suite. Puis surtout, il y a une bonne ambiance. Donc c'était aussi un de mes critères, voilà, que humainement tout ça puisse bien se passer et bien se dérouler. C'est hyper important aussi cette ambiance et cette alchimie à bord. Alors Justine, il y a cette règle qui impose d'avoir des filles à bord. Ça vient justement de l'Ocean Race. Est-ce que tu penses qu'il faut l'imposer à tous les supports à terme en France sur toutes les courses ? Je pense qu'il y a d'autres circuits qui pourraient s'y ouvrir. En tout cas, je pense notamment au multi-50. Ça aurait pu se faire sur le Tour de France à la voile. Oui, je pense que c'est important. Et je pense que le pas qu'ils ont fait The Ocean Race, ça a montré justement que c'était possible. Il y a des femmes qui ont pu se former au contact des meilleurs marins de ces circuits-là, qui ont pu prendre une grosse expérience. Et c'était vraiment un pas important qui devait se faire pour que les femmes... Pour qu'il y ait justement plus de femmes aussi, parce que c'est ça, c'est quand on vous dit qu'il faut une femme à bord, il faut aussi avoir le choix d'avoir suffisamment de femmes pour embarquer sur les équipages. Et il n'y en a pas tant que ça qui osent aller aussi loin dans le haut niveau. Ouais, je pense qu'il faut aussi les opportunités. Et typiquement, avant qu'il y ait l'opportunité sur par exemple, The Ocean Race, une femme qui sortait des Jeux Olympiques, même en étant médaillée, elle avait peu de possibilités d'avenir à part de potentiellement faire du coaching. Donc, typiquement, c'est ces choses-là qui changent, que l'Ocean Race se soit ouverte aux femmes, que le CLGP aille dans ce sens-là aussi. Ça ouvre les opportunités qui avant n'existaient pas. Ouais. Oui, Virginie, d'ailleurs, on remarque que quand même les femmes engagées en IMOCA là, ont de sacrées références, puisque outre Justine et Clarisse, il y a aussi Piper, révélation du Vendée Globe, qui sera à bord de Bureau Vallée de Louis Burton. Et puis Nicolas Troussel, lui, a choisi Marie Rioux. On sait son passé olympique, mais elle était aussi de l'aventure victorieuse à bord de Team Dongfeng, où tu avais fait une pige d'ailleurs. Et puis Servane Escoffier aussi sera à bord de Bureau Vallée. Oui, puis il y a aussi une autre navigatrice issue de l'olympisme, Annie Luche, également 2 fois tour du monde, qui navigue sur Offshore Team Germany. Et il y a aussi pas mal de femmes sur les VO65, certainement des femmes que tu as côtoyées, toi, Justine, sur l'Ocean Race. Ouais, quelques femmes que j'ai côtoyées, dont Lise Wardley qui était aussi à bord de Team STA. Et il y a beaucoup de jeunes femmes, vu qu'il y a pour les Volvo 65 à la base, il y avait une règle aussi d'inclure des jeunes hommes et jeunes femmes. Donc beaucoup de jeunes femmes qui viennent notamment des projets de mentorat du Magenta Project, qui est une démarche pour favoriser la venue des femmes au niveau. Donc c'est super chouette de voir ça. Thomas, on l'a dit tout à l'heure, il y a 5 bateaux dans cette classe IMOCA, mais menés par des équipages de valeur et puis des bateaux performants. Alors quel est ton regard sur cette concurrence ? Le plateau est petit, mais d'une grande qualité. Il y a des bateaux très différents, donc c'est ça qui va être aussi intéressant sur cette course. On a des différents plans, Couillou-Moudjan, Verdier... Manuard, et donc c'est aussi ça qu'on vient chercher sur cette course-là, c'est cette confrontation et voilà, c'est des bateaux de dernière génération ou des générations juste avant, mais qui ont continué leur développement avec des grands folles comme Ilovenauer. Il y a le quorum de Nicolas Troussel pour lequel le Vendée Globe s'était interrompu, puis qu'il y a une équipe de choc. Ouais, je pense que le jeu sera ouvert et même faut pas écarter Team Germany parce qu'il faut pas oublier qu'on va en Méditerranée, qu'on peut aussi avoir beaucoup de VMG. Potentiellement, c'est des bateaux qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu dans ces conditions-là. Donc non, il y a 5 bateaux qui vont bien se tirer la bourre et je pense que le résultat final, il peut être serré. Et Justine, alors quel est ton regard toi aussi et puis les objectifs aussi que vous êtes fixés avec l'équipage ? Ouais, je pense que j'ai un peu le même regard que Thomas. C'est vrai que voilà, il peut se passer pas mal de choses. 3 longues étapes et puis 2 parcours plus courts. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeux. Et puis, notre objectif, ça va être de tirer le meilleur du bateau, d'essayer de faire des belles trajectoires, et de faire au mieux. Et puis, on verra ce que ça donne à la fin. Un bateau performant d'ailleurs, puisque c'est l'ancien Hugo Boss du Vendée Globe 2016-2017. Alors Thomas, vous avez référence, c'était la référence de la génération 2007. De cette génération, et puis vous l'avez relativement en main. Thomas, vous avez choisi de partir à 5. C'est un choix dicté aussi par l'engagement. Enfin, ce sont des bateaux qui vont demander beaucoup de manœuvres dans cette course. Ouais, c'est des bateaux qui sont pas forcément conçus à la base pour l'équipage. Les manœuvres peuvent être lourdes et longues. Du coup, d'être à 5, moi, ça me semblait être un bon choix pour avoir du monde sur le pont pendant les manœuvres. J'ai aussi un cockpit et une ergonomie de bateau qui permet ça. C'est un bateau qui est certes conçu pour le solitaire, mais quand même avec des espaces
relativement large. Et toi, tu seras un Dans peu le cockpit. électron libre. Oui, dans le fonctionnement, il y aura, je serai un peu dans la coordination des manœuvres et la navigation, donc plutôt hors quart. Voilà, et écoute, on a fait déjà quelques nuits en mer et ça se déroule bien. En tout cas, la vie à bord, c'était assez surprenant même pour moi de voir comment on fonctionne en équipage, qu'on n'a jamais trop fait, et ça se passe bien. Donc c'est parfait. Et Justine, à l'inverse, vous êtes rodée à l'équipage sur Eleven Sail Racing Team. Et justement, est-ce que vous vous sentez parfaitement prêt ou est-ce qu'il y a quand même le sentiment que vous auriez aimé naviguer un peu plus? C'est toujours un peu short, j'imagine, mais... Ouais, je pense qu'en IMOCA, tu aurais toujours envie de naviguer un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a toujours une grosse partie de temps qui est consommée dans la technique. Donc voilà, le temps de navigation, il est toujours relativement limité. Et on voudrait toujours en faire plus, mais là, je pense qu'on est tous contents de partir en course, de pouvoir se confronter aux autres concurrents et puis de pouvoir se situer un peu, de faire une première course avant la suite de la saison. Vous avez fait référence au parcours tout à l'heure, 2000 milles, soit 3700 km de l'Atlantique, de la Méditerranée, 3 étapes, de Lorient à Gênes, via Cascais, puis Alicante. Quel est votre regard sur ce parcours? Il y aura des moments clés, des pièges à éviter? Oh bah oui, on aura forcément, mais ça c'est la météo qui va nous le dicter. Puis on voit déjà que avec les premières infos météo, il y a quelques pièges déjà sur la première étape. Voilà, en même temps, ça peut aussi aller vite. Dans tous les cas, ça sera intéressant. On a un passage de Gibraltar aussi, et puis des belles escales qui vont rythmer tout ça. La Méditerranée qui forcément sera pas simple. Donc non, ça va. Il y aura du jeu au niveau stratégique et puis plein de moments aussi de contact. Moi, c'est ça aussi que je viens chercher dans cette course, c'est aussi cette confrontation, d'avoir Morgan à bord qui fera la Jacques Vabre avec moi et de l'embarquer si tôt dans la saison. Je pense que c'est un vrai plus pour la suite parce que ça reste un gros objectif, cette Jacques Vabre. Et voilà, de démarrer avec cette course-là en équipage, ça permet de pousser les bateaux, de continuer d'apprendre, de les faire progresser. Donc, c'est un beau parcours qui nous permettra. Il y a eu un gros check-up pour ton bateau ou des petites modifs, non? Oui, bien sûr, il y a eu un gros check-up. C'est un bateau qui revient du Vendée Globe, donc forcément, il a quelques cicatrices. Il est revenu avec quelques morceaux en moins, mais finalement, dans l'ensemble, le bateau, structurellement, il est revenu impeccable. Donc, voilà, il y a évidemment on part asymétrique là sur cette course, parce que j'ai dû rebasculer à bâbord sur la V1 des foils. Donc on n'a pas les mêmes foils à bâbord, en tribord, donc certainement à bord on sera un peu plus à l'aise. Voilà, et puis on essaie d'apporter quelques améliorations qu'on testera aussi en prévision de la Jacques Vabre. Mais il n'y a pas eu de grosses avaries structurelles il n'y a pas eu d'avaries structurelles sur le bateau, donc ça nous a permis du coup de faire un chantier relativement court et d'être présent. Parce que le délai était court, c'est vrai. On a beaucoup parlé de la classe IMOCA. Il faudra évidemment surveiller aussi les VO65, qui sont les monotypes utilisés sur la Volvo Ocean Race. Ils sont 7 engagés, dont Johan Richaume, qu'on avait reçu sur ce plateau, qui sera associé notamment à Nicolas Lundven sur Mercury Fondation Racing Team. On dit, Justine, beaucoup de l'Ocean Race. On a vu, il y a des courses très très serrées aussi, des étapes très serrées. On dit que ce sont des bateaux très engagés, voire dangereux, où les marins sont exposés. Le slogan à un moment, c'était Life at the Extreme. Toi qui as navigué sur les deux supports, quel est ton regard justement sur ces deux bateaux-là, sur l'IMOCA et le VO65? C'est vrai que je pense que ma vision elle a un peu évolué quand tu navigues en Volvo 65. Tu dis que les choses elles sont comme ça, que c'est normal de prendre des paquets de mer un peu en continu pendant ton quart de 4 heures. Mais voilà, c'est vrai que les bateaux sont comme ça, sont plus exposés que les IMOCA. Et au-delà de ça, l'organisation de l'Ocean Race ça met des gros moyens sur la sécurité. Et je pense que les marins savent très bien où ils mettent les pieds et font attention à eux selon les conditions dans lesquelles ils naviguent. Après, c'est vrai que là, c'est quand même agréable en IMOCA d'être protégé et de devoir s'équiper que quand on va faire les manœuvres devant. Ouais, c'est vrai que c'est deux mondes un peu différents de ce côté-là, mais voilà, les deux ont leur fonctionnement, ont leur manière de faire. Après tes années en Figaro Solo, tu as dit que tu appréciais aussi de revenir en équipage. C'est une belle opportunité. Et puis, il va y avoir cette Transat Jacques Vabre en double vers le Vendée Globe. C'est un bon tremplin. Oui, je pense que c'est un bon tremplin et au-delà de ça, moi j'ai toujours eu du plaisir et je pense de l'intérêt à pouvoir varier et le solitaire et l'équipage ou le double. Je pense que c'est vraiment une richesse et de pouvoir justement, comme disait Thomas, de pouvoir apprendre au contact des autres, c'est quelque chose de super important dans une carrière de marin. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup
beaucoup à apprendre en naviguant avec des profils différents, avec d'autres personnes, avec des personnes qui ont plus d'expérience. Donc ouais, c'est chouette de pouvoir faire ça, de pouvoir courir en équipage ce début de saison et puis de pouvoir faire après la Transat Jacques Vabre avec Simon Fischer. Et justement, c'est un bel entraînement. Thomas parlait de l'importance de bien naviguer avec Morgan. Toi, ce sera aussi l'objectif, là, commencer à te roder, même si ce sera évidemment pas le même format. Oui, ça va être un bon moyen de le faire. On va être en quart ensemble avec Simon et puis on va ramener aussi le bateau en double à la fin du Tour de l'Europe. Donc ça devrait nous faire aussi une dizaine de jours de convoyage ensemble et d'entraînement ensemble. Donc ça va être une bonne manière aussi de dégrossir le travail en double pour la suite de la saison. Thomas, tu penses qu'il peut y avoir du match entre ces deux classes qu'on retrouvera aussi après mêlée dans The Ocean Race? Eh ben écoute, je connais pas bien moi les Volvo 65. Il peut y avoir du match parce que, comme on l'a vu aussi sur le Vendée Globe, hein, même s'il peut y avoir des gros écarts de vitesse entre les bateaux, des fois la météo vient aussi mettre son grain de sel et faire que les arrivées puissent être proches ou en tout cas qu'il y ait du match entre ces deux classes. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un gros plus chez les IMOCA. Les bateaux sont plus légers, foiler. Donc voilà, dès qu'il y a un petit peu de vent, je pense que les IMOCA iront plus vite. Voilà. Ouais, je pense que c'est plus sur le prêt ou sur le VMG ou portant ou les Volvo 65 qui peuvent avoir un petit avantage selon les conditions. Mais voilà. Mais c'est sûr que s'il y a du reaching, il y a quand même un gros gap. C'est quand même positif pour les IMOCA sur tous les angles de travers. Ouais. Alors, la remise des prix du Vendée Globe a eu lieu samedi dernier. C'était, j'imagine, un chouette moment, des belles retrouvailles avec tous les skippers qui l'ont disputé. Tu le disais, ça fait à peine 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois que vous êtes revenus. Il y a encore pas mal de fatigue, mais il y a déjà cette envie d'y retourner. Elle s'est confirmée là, dans cette remise des prix, dans ce moment un peu festif et avec un nouveau bateau. Oui, c'était un moment qui clôturait un peu finalement ces 3 ans pour préparer le Vendée Globe 2020. C'était un chouette moment, même si on aurait aimé avoir toujours un peu plus de public et que ça soit un peu plus festif. Même voilà, c'était chouette de se retrouver malgré tout, parce qu'avant le départ, on s'est pas trop vu. Au retour, on s'est pas trop vu non plus, parce que on n'est pas arrivés tous en même temps et puis on a chacun nos obligations au retour. Donc là, c'était la première fois qu'on se revoyait tous, donc on a passé un moment super d'échange avec l'ensemble de la flotte. Voilà, j'ai croisé des marins finalement que j'avais pas encore croisés et qui ont fait le Vendée Globe pourtant avec moi. Donc non, c'était un super moment. On a beaucoup échangé aussi sur nos projets respectifs, sur la suite, et puis on se rend compte que tout le monde a plein de projets en tête et que la classe IMOCA se porte bien, qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a du mouvement. Enfin voilà, c'est assez passionnant aussi d'avoir. Et Justine, qui est à côté de toi, elle a ce Vendée Globe aussi 2024 en tête. Ouais. Alors, il y a une belle info aussi qu'on voulait évoquer dans l'univers de la course au large française. C'est François Gabard qui a retrouvé un partenaire. Oui, c'est tombé aujourd'hui et après des mois de recherche et aussi de doutes, François Gabard a trouvé un nouveau partenaire, le groupe de cosmétiques Laboratoire SVR Lazartigue. Depuis l'annonce de l'arrêt du sponsoring par Massif, il y a un an, le recordman du Tour du Monde en solitaire et vainqueur du Vendée Globe 2012 se retrouvait avec un maxi trimaran de 32 mètres en cours de construction, sous la menace de le voir être vendu à un autre skipper s'il ne trouvait pas un nouveau partenaire pour le racheter à la Massif. Didier Tabary, un homme d'affaires breton, originaire de Trébordin, ayant fait fortune à la tête des laboratoires de produits cosmétiques Filorga, est devenu cet homme providentiel. La rencontre entre François Gabard et lui, il y a tout juste un mois, a débouché sur un contrat de sponsoring d'une durée de 4 ans. La holding Cresque, qui détient les actifs de ce chef d'entreprise, a racheté le bateau à Massif pour une somme restée confidentielle, mais qu'on estime autour des 12 millions d'euros. Évidemment, l'arrivée de ce partenaire est pour François Gabard un soulagement, pour son équipe aussi, et c'est une bonne nouvelle pour le circuit des Ultimes, renforcé récemment par l'arrivée de Banque Populaire. Mise à l'eau de cet Ultime le 22 juillet et François Gabard sera au départ de la Transat Jacques Vabre. Et pour tout savoir aussi du reste de l'actu voile, il y aura évidemment des infos approfondies sur ce nouveau partenariat. Et puis, dès cette semaine, les images fortes, les interviews, les résumés de course dans la semaine voile avec tous les temps forts. Alors là, on y parle de la Transat en double, du Pro Sailing Tour Ocean 50 à Brest. Et puis, on évoque aussi la date de départ du Vendée Globe 2024. Voilà, toutes les infos cruciales, tout ce qu'il faut savoir.
savoir, eh bien, il suffit d'aller sur l'appli Planète Voile et de regarder cette semaine voile réalisée par Philippe Eliès. Merci Justine et Thomas d'avoir été avec nous. Le temps tourne, le chrono aussi. Et puis, vous avez pas mal à faire, puisqu'on rappelle que vous partez sur cette Ocean Race Europe dans 2-3 jours maintenant. Donc, on va vous laisser vous préparer. On va se quitter avec des images de dauphins. Ça, c'était sur Eleven Hour Racing Team. Justine, ça évoque certainement des souvenirs, voilà, des belles images pour rêver un peu, on en a besoin. Et voilà, et on vous souhaite évidemment bien le meilleur sur cette course, de prendre beaucoup de plaisir, de vous éclater et puis aussi de bien vous entraîner avant cette fameuse Transat Jacques Vabre qui sera aussi un des temps forts de la saison à l'automne prochain. Merci à vous. Merci à tous. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.